Parler d'un documentaire choc diffusé sur YouTube pour cette chronique. Et oui, un documentaire qui cumule déjà plus d'1 million de vues. Mais avant, vous me connaissez, un petit point sur ce qui s'est dit ces derniers jours dans nos médias préférés, où deux dérapages assez dingues ont été dénoncés par de nombreux internautes. Exemple avec le général Yakovlev, pour qui l'occupation allemande dans les années 40 était, je cite, « peace and love ». Certains dire qu'il faut accepter finalement aussi les conditions de Vladimir Poutine parce que finalement, il n'y a rien de pire que la guerre. Oui, rien de pire que la guerre. Oui, il y a la dénazification version Poutine. À côté de ce que propose Poutine, ce que la France a vécu de 40 à 44 avec les Allemands, c'est peace and love. C'est peace and love. On est dans l'Eurovision. Voilà, ou encore cette intervenante franco-ukrainienne qui fait une comparaison pour le moins douteuse entre Poutine et Hitler. Hitler, il n'a pas volé son peuple, il n'a pas amassé tous les capitaux, et Staline non plus, vous voyez ce que je veux dire Staline est mort, il n'a pas de château, il n'a pas de milliards. Pardon, la poésie. Soyons sérieux, non, on ne peut pas dire qu'Hitler a fait le bonheur des Allemands. Oui, à LCI, on aime plaisanter sur des sujets aussi graves que la guerre nucléaire et rire à gorge déployée sur la prochaine ville française qui sera rasée si Poutine décide d'attaquer. Effectivement, vous aurez des villes entières françaises qui seront détruites. Oui, même si c'est très théorique, est-on prêt à sacrifier Lyon ou Marseille ou je sais pas quoi pour Vierzon. Chacun est libre de citer la ville qui veut. Pardon pour les habitants, vraiment, il n'y a rien contre. C'est là où se trouve le bon centre des impôts. Ah ben voilà. C'est votre inspecteur du fisc. Voilà. C'est pas bien, Michel Toupet. C'est de la dissuasion que vous faites. Alors, veut-on sacrifier Vierzon pour sauver Cracovie? Voilà, ça paraît un peu ridicule. Et cette politique de la peur est vivement dénoncée dans la société, mais aussi de plus en plus dans l'opposition à l'Assemblée nationale. Car quand on vote pour le maintien de la guerre, il faut être prêt à la faire, comme l'a courageusement rappelé ce député RN face aux macronistes. Et puisque je vois sur ces bancs quelques va-t-en-guerre, quelques gens qui ont le courage d'envoyer les Ukrainiens au front, moi je vous encouragerais à envisager d'échanger vos mocassins à pampilles et vos vestons croisés contre des Rangers et des gilets pare-balles. Lorsqu'on vote la guerre, il faut être capable d'aller la mener. Vous avez des suppléants, démissionnez quand nous rentrons en guerre et allez au front. Allez passer une seule nuit dans une tranchée, dans la neige, sous les balles. Et enfin, vous pourrez donner des leçons. Vous pourrez donner des leçons aux Ukrainiens et à tous ceux qui se battent pour la liberté. Je vous remercie. Et sur CNews, notre chroniqueur Arthur de Vatrigan a analysé cette hypocrisie typique du camp présidentiel qui brandit aujourd'hui le patriotisme alors qu'il a lui-même été le fossoyeur de la France. Le problème, c'est quand il parle de souveraineté de nation et de patriotisme, déjà le mot patriotisme, il le met mais on distingue rien dedans, c'est-à-dire c'est vraiment la coquille vide, et dans le reste, c'est exactement l'inverse de ce qu'il a fait. Il a vendu à la découpe la France. Et là, il parle de souveraineté. Donc, l'histoire peut avoir des renversements, mais il faut être crédible, il ne l'est pas. Et la troisième chose, c'est sa détestation. Il y a une grande partie des Français qui ont une haine telle envers Macron qui se précipiterait dans les bras de Vance ou de Poutine. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, quand bien même il aurait le bon diagnostic, quand bien même il aurait les solutions, il n'aurait pas le pouvoir pour emmener les gens avec lui. Et justement, pour décrypter cette haine contre Macron, venons-en à ce documentaire réalisé par Off Investigation et disponible en intégralité sur YouTube, et qui s'intéresse à l'émergence de ce président malgré de nombreuses zones d'ombre, à commencer par sa rencontre très problématique avec Brigitte Macron. Emmanuel et Brigitte se sont rencontrés à Amiens, quand il était en 3e au collège de la Providence. Mariée et mère de 3 enfants, elle est sa professeure de théâtre. Chose avant que je vous relâche, je voudrais que vous montrez-moi comment vous courez sur scène. Vous allez courir. À 38 ans, entre 2 répétitions, elle va tomber sous le charme de son élève. Alors qu'Emmanuel, ici dans le rôle d'un épouvantail, n'a que 14 ans, elle va entamer avec lui une relation amoureuse. Porte jusqu'ici, le chariot de la pierre. Problème, une personne ayant autorité comme un professeur n'a pas le droit d'entamer une relation intime avec un élève de moins de 18 ans. En France, c'est une infraction pénale. Et sur cette relation, une journaliste s'est interrogée sur la manière dont Brigitte Macron a pu bénéficier d'une telle impunité malgré une infraction pénale manifeste. Spécialiste de la pédocriminalité, la journaliste Laurence Beneux s'étonne de la mansuétude dont a longtemps bénéficié Brigitte Macron dans cette affaire. Une catastrophe. Ça va dans le sens justement
Brigitte Macron aurait pu être poursuivie à l'époque. Ah bah elle aurait dû. C'est pas qu'elle aurait pu, c'est qu'elle aurait dû être poursuivie en justice. Et s'il y avait un rapport sexuel, elle aurait dû être poursuivie pour viol. S'il y avait pénétration. Parce que ça va dans les deux sens. Hein. Parce qu'il n'y a pas de consentement avant 18 ans pour un élève. Voilà. Et qu'elle avait autorité sur lui. Donc, quand on dit non, mais c'était pas 14 ans, c'était 15 ans, on s'en fout. C'était pas ni 14 ans ni 15 ans, c'est 18 ans. D'accord ? Et venons-en maintenant à cette sphère médiatique qui a été très vite confrontée à cette affaire. Eh bien, sans surprise, et comme dans beaucoup d'autres sujets, nous avons assisté à une propagande absolue qui a permis de dérouler le tapis rouge au jeune Emmanuel pour conquérir l'Élysée. Du très respecté journal Le Monde, propriété de Xavier Niel, jusqu'à Closer et la presse People, on retrouve des éléments de langage identiques. À l'âge de 17 ans, il est tombé amoureux de Brigitte, de 20 ans son aînée. Emmanuel Macron s'est marié avec Brigitte Trogneux, de 20 ans son aînée. De 20 ans son aînée ? Plutôt 25 ans. Et en cette rentrée 2014, les médias mainstream vont populariser un autre petit mensonge. Celle qui tient fermement sa main n'est autre que la prof de français qu'il a eue lorsqu'il était en première au lycée Henri IV. Ils se sont rencontrés alors qu'elle était sa professeure de français en première au lycée Henri IV. En première au lycée Henri IV ? Bah, c'était en fait en troisième au collège de la Providence d'Amiens que le coup de foudre est survenu. Voilà, et ce documentaire illustre et confirme ce que nous savions déjà, la connivence totale entre journalistes et politiques. Et la campagne électorale de 2017 en est un exemple flagrant, lorsque ces mêmes journalistes, et surtout les patrons de presse, ont de façon stratégique et secrète choisi leur candidat. Pendant des mois, nous avons retrouvé, épluché, analysé des centaines d'articles ou de sondages ayant évoqué Emmanuel Macron depuis 2014. Dès sa nomination à Bercy cet été-là, des milliardaires avaient tout fait pour le promouvoir. Paris Match d'Arnaud Lagardère lui avait consacré 5 des 9 photos du remaniement. Chez Xavier Niel, c'est l'homme de la situation, et même la bombe Macron pour l'Express. Et très vite, c'est la Macronmania. Il est le renouveau, le moderne, l'iconoclaste, voire carrément un zéphyr de nouveauté. Son parcours d'apparatchik de la 5e, Henri IV, Sciences Po, l'ENA, oublié. Ses 3 millions d'euros gagnés dans la banque d'affaires Rothschild & Co, peu évoqué. Alors pourquoi autant d'articles ? Et quand tous les médias s'unissent pour glorifier cet inconnu à coups d'articles élogieux et de sondages favorables, les éditorialistes les plus influents à l'époque occupent les antennes de toutes les matinales pour enfoncer le clou. Chez TV Drahi, Bourdin la joue caustique. Ça ne parle que de lui. Il se laisse légèrement pousser la barbe et voilà qui fait la une des magazines. Mais qui ? Emmanuel Macron, évidemment. Vous avez vu notre sondage, Elab, pour RMC. Quel est l'homme qui a les solutions pour lutter contre le chômage ? Emmanuel Macron, qui arrive en tête largement, devant Alain Juppé, Marine Le Pen, Manuel Valls. Eh bien, Éric Brunet. C'est heureux. Vous voulez que je vous dise, c'est heureux, parce que je vais vous étonner ce matin. Depuis que Macron est passé devant Juppé dans les sondages, chez Drahi, on sort la brosse à reluire. Et avec Brunet, quand ça frotte, ça brille. Je suis convaincu que Emmanuel Macron est l'avenir de la gauche. Attendez, j'ai pas fini. Je suis convaincu que Emmanuel Macron est l'avenir de la droite. L'avenir de la droite, ce n'est pas Éric Zemmour, c'est Emmanuel Macron. C'est ce regard magnifique qu'il faut porter sur l'économique, le social, transgressif, subversif, la capacité à réformer, qui est incarné par Macron et certainement pas par la droite de la droite depuis quelque temps. Et j'irai plus loin, Macron, il incarne l'avenir de la France. Voilà. Voilà, c'est magnifique. Hein. Bref, j'invite tous nos auditeurs à regarder ce documentaire très instructif sur cette ascension fulgurante organisée par cette caste médiatico-politique. Mais rien n'aurait été possible, bien sûr, sans un certain Jacques Attali, le père spirituel du macronisme, et qui me permettra d'ailleurs de conclure cette chronique, car il montre bien quels sont les véritables objectifs de ces extrémistes de la mondialisation, et surtout de la société terrifiante qu'il veut mettre en place. Il est évident que ça se terminera un jour par un gouvernement mondial équilibré, démocratique,
qui mettra en place des règles, qui dominera le système financier, ne sera pas dominé par lui. Tout ça aura lieu. Les plus jeunes dans cette salle le verront. Comme il y a une monnaie européenne, il y aura une monnaie mondiale, il y aura un revenu minimal mondial. Tout ça existera. À mon sens, l'humanité va se diviser en 3 catégories. Les nomades de luxe, qui disposeront de tous les outils de la liberté, dont on vient de parler, y compris la liberté génétique, de devenir un autre. Ceux-là, ils vont être peut-être 100 à 150 millions. Ils auront tous les moyens du mouvement absolu, déraciné, libre. Mais la liberté, le déracinement sera un luxe et non pas une souffrance. À l'autre bout, il y aura 5 à 6 milliards de nomades de misère qui seront obligés de bouger de la campagne à la ville, d'une ville à l'autre, simplement pour trouver à manger. Et au milieu, il y aura une catégorie centrale, une sorte de classe moyenne, qui vivra dans l'espérance illusoire de rejoindre les nomades de luxe et dans la terreur réelle de basculer dans l'infranomadisme. Et qui les regardera les uns à la télé, dans les journaux qui leur montrent la vie des nomades de luxe, et qui, à la télé, se réjouira de voir le spectacle de la misère des autres en se réjouissant de ne pas en être. Ça, c'est les 3 catégories qui sont en train d'apparaître. Et sur ce constat assez terrifiant, je vous dis à la semaine prochaine, chère Liselotte. Merci de m'avoir écouté. Mais merci à vous pour ces belles nouvelles et puis ces belles perspectives, Louis. Mais je vous en prie.